Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 31 décembre 2022, dernier jour de cette année 2022, j'espère que vous préparez justement votre réveillon et à cette occasion, à ce jour de passage de 2022 à 2023, je vous propose une émission hebdomadaire qui va se tourner sur deux choses. Un, voir exactement ce qui s'est passé en 2022, qu'est-ce qui nous a amené là où nous sommes, et quelle est ma prévision pour 2023, avec une prévision même qui ira plus loin que 2023, qui ira sur du très long terme, qui va être sur une perspective réelle de ce que l'on peut attendre au niveau du cours du BTC et l'évolution du BTC en lui-même. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, vous likez, vous partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec une vision qui va commencer directement en annuel. Et oui, nous sommes en fin 2022. Quoi de mieux que de regarder en logarithmique l'état du cours du BTC sur le Total Index proposé par TradingView, voir un petit peu où on en est. Alors, plusieurs choses. Déjà, première chose, on est dans une clôture qui est, oui, symptomatiquement baissière. Quand on regarde un petit peu ce qui a été proposé historiquement, on voit que on a eu une bougie, deux bougies, trois bougies, donc à chaque fois que l'on a eu un bear, à chaque fois on s'est retrouvé avec une bougie baissière, donc là, potentiellement, on pourrait se dire que le bear market est terminé. Alors, c'est quand même très simple de dire ça, surtout que le prochain halving n'est pas tout de suite avant 2024, mais quand on regarde réellement sur une bougie annuelle, oui, on peut dire qu'on n'en est pas loin, même si on a des petites bougies comme celle-ci qui se trouve, où on voit bien qu'on a eu une crise baissière structurelle qui s'est effectuée avant de clôturer à la hausse. Donc on pourrait très bien avoir une bougie qui continue à s'enfoncer, pour ensuite être clôturée au-dessus, et partir sur quelque chose qui démarre, d'accord? On pourra avoir une bougie, donc une année 2023, qui va se terminer en positif, et pourtant avoir un début d'année 2023, qui peut être dans la prolongation de l'année 2022 qu'on a eu, avec une continuité baissière. Donc ça c'est très important de le retenir. L'autre élément, c'est quelque chose qu'on m'a signalé plusieurs fois, et je vais y répondre sur les commentaires, c'est que c'est la première fois que nous avons une bougie qui ravale la bougie précédente. Alors oui, en effet, c'est tout à fait vrai. Signe, normalement, quand on regarde de l'analyse habituellement de chandeliers japonais, on se retrouve dans une pattern potentiellement de ravalement et donc de retournement. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est que au fur et à mesure que nous avons cette accélération haussière, nous avons aussi une pattern qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les niveaux d'expansion entre le top de cette bougie-là et le top du cycle suivant, pareil, le top de cette bougie-là et le top du cycle précédent, on voit bien que la progression diminue, d'accord? Donc l'inflexion haussière diminue, parce que nous sommes en logarithmique. Donc c'est-à-dire que, proportionnellement, en pourcentage, cette évolution diminue drastiquement. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est, en faisant la première, on voit qu'on a eu une progression de 1500%, ensuite on a une progression de 270% de tête, je pense quelque chose comme ça, 230%, on ira le faire tout à l'heure sur la bonne bougie pour bien voir tout ça, et pareil, si on regarde le top du précédent, hop, avec celui-là, on voit bien que on a une augmentation de 4000%. On ira valider ces pourcentages tout à l'heure en monthly pour bien avoir les pourcentages, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, en effet, l'évolution, l'accélération plutôt du cours diminue, d'accord? Ce n'est pas que on va moins haut, c'est que on va surtout moins vite. Très intéressant comme réflexion. Surtout si on regarde un petit peu l'évolution des bougies baissières. On a une bougie baissière qui se trouve ici, alors qui est cachée ici par le cycle baissier que l'on a eu avant en 2011, qu'on ne voit quasiment pas ici au niveau des bougies, très intéressant de le voir. Alors ce bear market n'a pas été noté, d'accord? Ici on voit une bougie qui a été structurellement quand même assez faible, une bougie qui a été un petit peu plus grosse, et là on voit qu'on a encore une bougie qui est somme toute je pense dans une prolongation du même style, donc on pourrait avoir aussi une bougie qui est en clôture, mais qui pourrait, si on avait eu 1 ou 2 mois supplémentaires, encore plus basse que ce que l'on a actuellement. Donc ça veut dire qu'on a une contraction de la volatilité du prix, en tout cas en termes de pourcentage, parce qu'on n'oublie pas qu'on est en logarithmique, très important comme réflexion. On va ensuite aller en monthly. En monthly, c'est encore plus intéressant parce que on le voit bien,
cette marque. On le voit bien qu'on a cette cassure baissière en 2011 qu'on ne voit pas justement en annuel. On ne la voit absolument pas, alors qu'elle est bien présente. Et si on regarde ici, même réflexion qu'on a fait tout à l'heure avec une réflexion qui est plus d'investisseurs, qui n'est pas de traders dans cette schématique-là, on voit que du top au top, donc top du précédent cycle sur le cycle suivant, on voit qu'on est à 3600%, ok, 3600%, on regarde le suivant, on est à 1500%, ok, et on voit que là, on est à 200, on va le faire bien, 240%, d'accord? Donc forcément, l'évolution, en termes de progression, diminue. Donc ça sous-entend aussi qu'on a du volume qui va diminuer aussi. Et c'est un cycle qui est classique quand on comprend l'évolution du Bitcoin, dans lequel on a une génération de BTC qui est de moins en moins importante au fur et à mesure des halvings, et quand on comprend aussi l'évolution d'un actif, un actif, quand il éclate au début, va avoir une courbe qui va être exponentielle, puis ensuite, tout simplement, on va avoir quelque chose qui va se tasser pour arriver vers un prix qui est cohérent. Alors cette réflexion elle est très intéressante, parce que si on regarde un petit peu la pattern d'évolution que l'on a, on a quelque chose qui pourrait faire une évolution courbée de cette façon-là, avec justement une inflexion de l'évolution du BTC. Une inflexion qui augmenterait le BTC, qui ne serait pas gênant, parce qu'on n'oublie pas qu'on est en logarithmique, on va retirer l'automatique pour aller zoomer un petit peu plus dans ce côté-là, mais qui nous donnerait justement une évolution supplémentaire. Donc ça sous-entend que nous n'aurions pas une évolution à 240% sur le prochain top, mais une évolution qui serait peut-être bien moindre, chose qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Alors, on va revenir avant sur ce que l'on a eu dans cette année qui était particulière, l'année 2022. L'année 2022 que l'on a clôturée a été difficile pour plusieurs raisons. C'est quelque chose que j'ai traité déjà régulièrement dans les quotidiennes, mais je veux vraiment marquer le coup pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé et la partie fondamentale. On va pas parler purement technique, on va parler un petit peu tout, comprendre vraiment l'écosystème avec une grosse partie fondamentale, parce que ça a joué énormément sur ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cycle a été un cycle qui a été l'avènement de la DeFi, la finance décentralisée. Le but où les personnes se sont rendues compte qu'ils pouvaient justement financer des projets très facilement en générant des tokens, sur le fait qu'il y avait des rendements propres à la liquidité très forts. On a eu énormément de finances qui sont rentrées avec la possibilité de mettre en place tous les biais mauvais qu'on retrouve dans la finance, avec de très gros leviers, avec des positions excessivement risquées, et surtout, le fait que tout est géré par smart contract. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action extérieure, il n'y a pas de mitigation qu'on peut avoir. Il n'y a pas aucun moyen de mitiger ce qui va se passer. Donc c'est-à-dire que si une position est liquidée, les AMM, donc les automatic market makers, vont liquider directement les positions. Et ça, vont être automatique et directement effectué sur le market. Il n'y a pas de possibilité de diminution. Et c'est vraiment très important de retenir ça, parce que on a eu un marché qui a été hautement boosté sous forme de levier, avec une utilisation de la DeFi, énormément de TVL, Total Value Lock, donc c'est l'argent qui a été locké, qui a été déposé sur les différents protocoles de DeFi, qui étaient colossaux, c'était vraiment des montants colossaux, et très important de voir ça et de comprendre ça, ce fondamental, et ce narratif-là. Et ce narratif-là a été aussi poussé par GBTC, donc Grayscale Bitcoin Trust, dans lequel on a eu la possibilité de créer des cycles virtueux avec une génération dans lequel il y avait des investissements avec un premium que l'on pouvait avoir régulièrement et qui a créé justement aussi cette notion d'hypercycle qui est arrivée, dans lequel par exemple 3IC, le capital 3IC était totalement dedans, dans cette notion d'hypercycle où il n'y avait plus de bear market parce qu'on avait une adhésion grâce à la finance décentralisée, on avait tout ce narratif-là, d'accord? Et ça, c'est toute cette progression que l'on voit ici, d'accord? Ça, c'est tout le narratif qui s'est structuré de cette façon, avec le deuxième avènement de la DeFi, qui s'est fait dans la dernière accélération haussière qui nous a donné l'ATH de novembre 2021, avant là, le retracement. Donc, 2021, fin 2021, et on entame 2022, avec quand même quelque chose où on a énormément de financement qui se trouve loqué sur les différentes blockchains, dans les différents protocoles, avec beaucoup d'incentives, avec beaucoup de leviers, et à côté, un écosystème qui se nourrit aussi d'argent institutionnel, alors qui n'est pas vraiment institutionnel, mais en tout cas qui sont des produits
construit autour de BTC, dans lequel BTC et les différents cryptoactifs sont intégrés, donc ce sont des produits dérivés, dans lesquels on a différentes actions, on a des ETF, et en même temps, dedans, on va avoir une part liée à la volatilité, dans lequel on va avoir du BTC, etc. Et ces produits, qui sont des produits mixés, qui sont des produits composés, sont aussi des produits qui ont été directement retirés à partir du moment où on a eu une crise financière qui est arrivée, avec une instabilité financière qui a été faite normale, parce que c'était des produits dans lesquels la part de risque était conséquente, et cette part de risque aussi des portefeuilles institutionnels a été supprimée, parce que derrière, quand on est dans une forme d'incertitude, on les supprime. Et c'est exactement ce que l'on a vu dans cette cassure baissière ici. Et si vous vous souvenez bien, ici, ce qui est très intéressant, c'est quand on analyse a posteriori, cette cassure baissière, elle a été entraînée majoritairement par la macroéconomie globale, d'accord? Donc on a eu une corrélation très très forte, vraiment très très forte sur la correction qui a été effectuée avec notamment un gros départ des institutionnels. Quand on regarde le CME Group, on le voit bien que cette partie-là, on a eu un départ des personnes qui sont effectuées, et donc cette première chute a été liée à ça, et qui a été accélérée par une partie de liquidation de personnes qui étaient présentes. Donc on a eu une salve de chutes qui ont été justement très impressionnantes, parce que aussi on a eu les liquidations de la DeFi, qui était le narratif du cycle qui précédent, justement, de ce cycle haussier très fort bull run. Ensuite, on a eu une période de temporisation très forte, avec ici un narratif qui était plutôt positif, avec un Luna qui justement poussait très très fort, Terra Luna Foundation qui achetait pas mal de BTC, on avait 3ici qui continuait à faire du leverage très très fort, et on avait justement en pattern quelque chose où on se disait qu'on avait potentiellement un rebond technique pour un canal haussier, pour pouvoir se dire que potentiellement on allait continuer à pousser encore un petit peu, au moins sur l'année, une partie de l'année 2022, pour aller faire soit un retest haussier, soit une cassure baissière par la suite, mais en tout cas quelque chose qui était un narratif qui était plutôt haussier, et on le retrouvait aussi énormément sur la finance décentralisée, où on avait une augmentation de la TVL qui était juste impressionnant, avec un Terra Luna qui poussait comme pas deux. On rappelle que l'UST proposait via encore 19%, entre 15 et 19% en fonction des époques de rendement, quelque chose qui était juste impressionnant, quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir ailleurs, et on savait que l'UST était financé d'ailleurs par la réserve effective. Par contre, l'appellation stablecoin, et non pas stablecoin algorithmique, et non pas stablecoin non backé, enfin la schématique qui était Terra Luna était quand même très très floue, et derrière on s'est retrouvé sur un break très fort de Terra Luna, qui a été effectué par deux choses. Maintenant on commence à avoir un peu d'informations, comme quoi a priori c'était potentiellement Alameda et FTX qui avaient joué un rôle dessus, mais je vous rappelle que suite à la chute de Terra Luna, on avait tout un narratif sur lequel c'était la finance classique qui avait attaqué Terra Luna, parce que c'était une représentation d'une évolution de la finance. On a eu ensuite comme quoi c'était en interne Terra Luna qui avait saboté leur propre projet. Bon, on a eu un petit peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, pour avoir vraiment les véritables informations de ce qui s'est passé. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, comme d'habitude, c'est qu'il y a eu du FUD suffisamment important pour impacter la stabilité du protocole qui déjà de base n'était pas forcément stable, hein. La notion de stablecoin n'était pas vraiment représentative de ce qu'était Terra Luna, et forcément on s'est retrouvé sur un Luna qui a chuté drastiquement, et qui a empêché justement le repeg de l'UST, et là-dessus on a eu du market très très fort, des actifs ici de Terra Luna. On rappelle que toute cette partie-là a été aussi portée par les achats de Terra Luna Foundation, dans lequel Terra Luna Foundation vendait du Luna à des prix qui étaient de $120, hein, quand même, je rappelle, pour acheter du BTC, de la VAX et d'autres cryptos pour pouvoir backer justement son UST. Et malheureusement, ce n'a pas été assez, ce qui était logique, vu la volumétrie de l'UST que l'on avait un backing qui était malheureusement très faible, parce que porté majoritairement par du Luna, qui lui-même n'était pas porté par grand chose d'autre. Donc on se retrouvait dans quelque chose qui était assez symptomatique, et derrière on a eu pareil, encore une fois, les liquidations massives qui se sont effectuées sur toutes les blockchains, et toutes les blockchains étaient saturées à ce moment-là, donc même les personnes qui avaient du collatéral pour pouvoir
renfloués, ne pouvaient pas faire les transactions, donc on a eu des liquidations massives automatiques qui sont effectuées, des liquidations market qui sont effectuées, donc on n'a pas eu d'OTC, on n'a rien eu, et ce qui s'est entraîné en tout cas cette première chute, et derrière on a eu la crise du reste, d'accord, donc forcément on a eu un gros impact de l'écosystème avec Terra Luna qui s'est échoué, et donc derrière on a eu tous les cadavres qui sont remontés, avec Celsius, ici, avec 3 ici, avec tout ce qui s'est passé autour, et l'enregistrement du chapitre 11 de Celsius. Donc on s'est retrouvé quand même dans une crise réelle, très très forte. Cette partie-là, cette chute de mai, a été vraiment très forte, et marquée principalement non pas par une crise macroéconomie, oui, la macroéconomie a appuyé très fortement, c'est-à-dire que si on avait continué à avoir des liquidités institutionnelles, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette crise de Terra Luna, ou en tout cas pas tout de suite, et peut-être Terra Luna aurait réussi un pari qui était très fort, qui était le fait d'arriver à se collatéraliser, parce qu'ils l'ont compris, hein, le fait que dans cette période-là, ils ont acheté majoritairement du collatéral, c'est pas pour rien, c'est qu'ils avaient conscience qu'il fallait à un moment donné collatéraliser autre que le Luna, et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Peut-être qu'ils auraient réussi sur le long terme si on n'avait pas eu une pression macroéconomique, oui, mais en tout cas, cette crise, cette chute effective-là que l'on a ici, est une chute, pour moi, vraiment symptomatique du narratif de 2020-2021, et qui a clôturé, justement, en 2022. 2022 a été une purge de la DeFi et des acteurs néfastes, parce qu'on a eu la dernière purge qui s'est effectuée avec FTX, avec SBF, et Alameda qui se trouve derrière, dans lequel on avait quand même des acteurs qui, en eux-mêmes, justement, utilisaient les fonds des utilisateurs pour renflouer Alameda, qui faisait du trading à levier, dans lequel n'étaient pas liquidés, alors qu'ils auraient dû être liquidés parce que FTX les protégeait, et dans lequel on avait un certain nombre d'autres acteurs qui étaient intrinsèquement liés dedans. On sait qu'il y avait une grosse corrélation entre 3SI et Alameda, on sait que derrière, Alameda avait des positions très très fortes basées sur du FTT, donc le token émis par FTX. Globalement, on a toute cette schématique, et qui est plus ou moins la représentation du plus mauvais du mauvais du mauvais de 2020 et 2021. Ensuite, 2020 et 2021, on a eu aussi une série de hacks qui est liée à la DeFi. Donc l'émergence du narratif a appelé beaucoup d'argent, et aussi les smart contracts, on a vu les limitations des smart contracts. On a vu qu'à un moment donné, il faut se structurer, il faut aller dans la sécurité. Ce n'est pas normal d'avoir quasiment 3 milliards de dollars qui ont été évaporés, tout simplement évaporés sous forme de hack, alors que, justement, c'est des fonds qui auraient dû rester dans la DeFi. Alors, vous allez me dire, certainement, ces fonds-là auraient été liquidés par la suite, vu les chutes. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, cet impact réel a eu un impact très fort sur l'image que le monde a de la crypto-monnaie et de la blockchain. Quelque chose qui est censé être sécurisé, c'est fait hack. Les personnes ne font pas n'ont pas suffisamment de compréhension pour aller dans la finesse de dire que ce n'est pas la blockchain qui s'est fait hack, c'est les smart contracts des applications décentralisées qui sont sur la blockchain. Ils font pas cette finesse. Et donc forcément, on va avoir derrière une image d'insécurité, et qu'on va mettre du temps, très fortement, je pense, enfin très longtemps, pour pouvoir se relever de cette partie-là, et c'est certainement l'image la plus dommageable qu'on peut avoir sur 2022, plus que vraiment la chute du prix. C'est l'image qu'on a donnée à travers FTX, à travers Terra Luna, à travers justement Celsius, et tout ce qui s'est passé par la suite, et les différents hacks que l'on a. Forcément, vraiment, la notion de sécurité est essentielle, et qui est en même temps logique. Quand on a une accélération, comme on a eu dans ce narratif, quand on a une accélération de ce style-là, vraiment cette grosse accélération, avec un narratif vraiment poussé sur la finance décentralisée, où on a tout et n'importe qui peut développer sur quelque chose qui n'a pas encore de standard, qui est une nouvelle technologie, avec plein de défauts. On est dans un monde hyper connecté, donc forcément les défauts, ça va vite, très vite, et surtout quand on a beaucoup d'argent, ça attire justement les hackers de haut profil, et on se retrouve sur justement ce qui s'est passé en 2022 avec l'ensemble des hacks qui ont fait vraiment beaucoup de mal. Alors, cette année 2022 va se clôturer, on est en train de la clôturer ensemble, et pour moi, l'image que j'en tire, c'est que on est vraiment dans cette représentation de l'image que donne Warren Buffett, c'est que quand la mer se retire, on voit qu'il se baignait justement
sans maillot de bain, et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que lorsque l'on a un arrêt de la pompe à argent, qui est un petit peu ce qui se passait, où les ICO étaient arrosés de cash parce que c'était l'argent facile, on se retrouve sur quelque chose où on voit vraiment les projets qui continuent à construire, alors qu'il n'y a pas de financement, donc c'est ceux qui ont préparé ça, c'est ceux qui sont intelligents, c'est ceux dans lesquels on a une véritable valeur ajoutée. Il faut aller chercher justement les projets qui ont encore un écosystème, qui continuent à produire, qui continuent à développer, où est-ce qu'il y a encore des échanges, et c'est là où on voit la valeur ajoutée, et les projets qui vont rester pour la suite, et je vous ai fait notamment, c'est un petit peu l'image, c'est les projets que je vous ai présentés pour le top 2023, en tout cas pour moi, qui vont passer tranquillement le bear market que nous avons actuellement, parce que pour moi il n'est pas fini. Nous avons fait la phase de purge en 2022, maintenant on va juste jouer sur le temps pour faire oublier tout ça. Et oui, oublier, parce que là on a l'impression que c'est très dur, qu'on a vraiment souffert, mais je vous rappelle, on dézoome un petit peu, que les bear market, quand on est monthly, on le voit très très bien, on a déjà eu un bear là, un bear là, un bear là. C'est des moments dans lesquels on a eu, je veux dire, Mongox, quand on parle de Mongox, avec le hack très très fort, c'était l'incertitude, c'était la fin, BTC était mort, et encore, on était dans une phase où il n'y avait pas autant d'investissement, on n'avait pas autant de régulation qui arrivait, on n'avait pas autant d'adhésion forte. Je veux dire, il y a quand même 300 millions de personnes qui utilisent de la crypto-monnaie. Pour rappel, au dernier bear market, c'était même pas un dixième de ça. Donc on est vraiment dans une phase d'évolution très forte, et à chaque cycle, on va avoir énormément de personnes qui vont venir, énormément de personnes qui vont partir, mais somme toute, on progresse au fur et à mesure, et c'est un petit peu l'image que l'on peut avoir de cette courbe. Alors, on va terminer sur cette image de 2022, on va attaquer 2023, et notamment ma perspective sur 2023, et plus encore. On va commencer par le et plus encore. Pour moi, cette notion, et je reviens sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, d'évolution que l'on peut avoir en logarithmique, si on regarde un petit peu l'évolution que l'on a de top en top, de cycle en cycle, et qu'on regarde l'évolution structurelle que l'on commence à avoir en reliant un petit peu tous les tops, et on voit une inflexion forte de la progression, mais qui est en même temps logique, parce que on est dans une courbe exponentielle, d'accord? Donc ce qui est tout à fait normal. Mais cette évolution structurelle, que l'on voit justement cette diminution, qui est pour moi structurelle, parce que on arrive dans une schématique dans lequel on a certes un BTC, un halving, donc qui diminue les revenus de l'industrie qui est derrière le BTC, donc les mineurs de BTC, qui est une véritable industrie, hein, lourde, avec beaucoup d'investissements, et on sait qu'à chaque halving, on se retrouve sur une diminution par deux, on divise par deux directement les revenus dessus. Donc forcément, il faut pouvoir compenser. La compensation simple que l'on se fait, c'est deux choses. Un, l'augmentation du prix, oui. L'augmentation des transactions, donc du volume de transactions, oui, alors il est mineur, on va même pas en parler pour l'instant. Et deuxièmement, il y a aussi autre chose, c'est que on va voir la possibilité avec l'évolution réelle que l'on peut trouver dans l'évolution des différents mineurs. Donc ça veut dire l'évolution technologique des ASIC, dans lequel on va avoir, et on le voit très très bien, quand on regarde les ASIC de 2018 par rapport aux ASIC de 2021, 2022, bon, bah on a quasiment, on est 2 fois plus rentable avec les ASIC de 2022. Et potentiellement, on peut escompter que on va continuer dans cette évolution-là, même si on va avoir une inflation énergétique forte, ça c'est sûr et certain, on aura à un moment donné une augmentation du coût de minage énergétique qui compensera. Mais pour moi, j'ai tendance à voir que l'évolution en elle-même du BTC ne bougera pas tant que ça en termes logarithmiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait une évolution qui est de 240%. D'accord? Admettons qu'on considère que l'année 2022, en tout cas l'accélération de l'année 2022, a été tapée très fort par notamment la macroéconomie, et qu'elle aurait dû aller beaucoup plus haut, d'accord? Pour respecter l'évolution des différents tops que l'on a, qui étaient divisés par deux. Si on regarde l'évolution où on a fait justement 3500%, puis après 1500%, on est dans un ratio de 2, on va simplifier grandement. Donc on aurait dû ici faire un 700%. 700% qui était la target de beaucoup de personnes, dans lequel on allait chercher les 150 000, d'accord, dans lequel on se disait que potentiellement on allait là-dessus. Est-ce qu'on aurait été là-dessus si on n'avait pas eu de crise économique, si on n'avait pas eu une crise macroéconomique excessivement forte, dans lequel on a eu un départ très fort des capitaux, chose que je vous ai expliqué tout à l'heure, est-ce que ça aurait été envisageable? Je vous réponds tout de suite, oui, tout à fait, ça aurait été envisageable.
Donc pour moi, en gardant cette notion de ratio divisé par 2, en considérant qu'on est dans une phase de macroéconomie compliquée, donc on reste dans une étape où on a fait 250%, 240 on va dire, pour que ce soit plus simple, et qu'on reste dans un ratio divisé par 2 avec une marge de sécurité, on peut escompter sur une fin de prochain bull run une augmentation entre 60 et 100% par rapport au précédent top. Ça nous amènerait... très intéressant de voir ça. Ça nous amènerait, ici, on irait chercher, alors vous voyez, c'est tout petit, on va chercher, allez, 75%, allez, 70%, 70%, ça nous amènerait sur un BTC à 120 000, ok, 100%. 100%, on serait sur 150 000, d'accord? Donc ça reste quand même sur une évolution qui est, somme toute, en diminution, mais comment dire qu'on va garder les mêmes ratios? Quand on voit cette évolution-là, on sait que dans tous les cas, plus on va se diriger dans le temps, plus l'évolution du BTC ne gardera pas la même impulsion. Et c'est tout à fait normal, étant donné qu'on arrive sur un moment donné à un asset qui est excessivement volatile et qui va se stabiliser, plus on va aller dans la mass adoption, moins on va avoir de volatilité, donc moins on va avoir de creux, moins on va avoir d'accélération haussière, et plus on aura une augmentation qui sera continue et lissée. Mais c'est normal, c'est logique, et c'est classique par rapport à l'évolution de la mass adoption. Quand on a une adhésion massive qui commence à se mettre en place, plus on a d'utilisateurs, plus on a de confiance, bah à ce moment-là, moins on a de rendement. C'est le principe. Le rendement est lié au risque, plus on a de risque, plus on a de rendement, plus on a de personnes qui sont présents, moins on a de risque, moins on a de rendement, parce que le principe du BTC, c'est la notion d'incertitude dans le long terme. Actuellement, on a beaucoup de holders long terme qui sont des BTC maximalistes qui sont excessivement convaincus, mais qu'en est-il de Madame Michu, qui, elle, ne connaît pas la crypto-monnaie, à part ce que TF1 lui dit? On en est très très loin, je pense qu'il faut se donner le temps. On est encore dans cette phase où on risque d'avoir des grosses progressions, on pourrait très bien avoir un retour classique, d'accord, de cycle, donc c'est-à-dire considérer qu'on repart sur potentiellement 250% d'augmentation, mais tout ça c'est très compliqué de le déterminer, et je pense que 2023-2024 et le prochain cycle 2024-2025 sera acté. Et de toute façon, on le voit bien dans les dates de réglementation qu'on commence à avoir, on est en train d'encadrer le prochain cycle. Donc je pense que ce sera un prochain cycle dans lequel le vecteur peur sera bien moindre qu'actuellement. Donc ça veut dire que on aura beaucoup plus d'investissement, mais aussi l'évolution du prix sera peut-être moindre, parce que la notion de risque sera beaucoup moins présente. Et c'est justement ce risque qui donne ce rendement. Et c'est peut-être aussi une évolution au niveau du BTC où on pourrait avoir quelque chose qui se structure de cette façon-là, avec accélération, diminution, et on va tout doucement, en fait, faire quelque chose qui va se structurer de ce style-là, avec une continuité pour se lisser tout doucement vers le prix, où on va avoir un équilibre de marché qui va s'effectuer, un équilibre qui ne va pas être un équilibre de marché secondaire, mais un équilibre de marché primaire, parce qu'on n'oublie pas qu'on a une industrie derrière, donc à un moment donné, on va arriver sur un socle où on aura les ASIC qui coûteront un prix, qui permettront d'avoir une économie d'énergie suffisamment intéressante pour éponger l'augmentation de l'inflation, et un prix du BTC qui continuera à fluctuer en fonction du hash rate qui s'adaptera. On n'oublie pas que le mining du BTC est quelque chose de vivant et qui évolue, c'est la beauté justement du BTC. Par contre, il y a des niveaux importants dans lesquels on ne peut pas descendre, au niveau du hash rate, qui est les niveaux de décentralisation anti-51, qui sont justement le nono, justement, du BTC, dans lequel on ne peut pas descendre en dessous de ce niveau-là, sans impacter la sécurité, et donc, derrière, la confiance dans le réseau du BTC. Alors, au niveau du court terme, un petit peu 2023, réellement, qu'est-ce que je peux escompter? Personnellement, j'ai tendance à penser, très fortement, qu'on est en train de se diriger, c'est quelque chose que je vous dis, voilà, c'est qu'on est en train de se diriger vers une zone de ranging pour en tout cas tout le début 2023, dans lequel potentiellement fin 2023 on pourra avoir une accélération avec un break, voire même potentiellement 2024 avec la mise en place du halving. On sait que généralement on a une structuration qui est effective à ce moment-là, et on sait aussi, si vous suivez la quotidienne, qu'on est dans une fin héliotiste, et la fin héliotiste a deux possibilités, soit on se dirige vers une période de ranging classique, de stabilisation, qui ressemble plus à une forme d'accumulation wyckofienne, soit on se dirige vers une nouvelle schématique héliotiste tout de suite, de vague 1, vague 2, et ainsi de suite.
j'ai tendance à penser que, vu l'incertitude et vu la difficulté qu'on a eue là, clairement, on va être dans une zone de ranging pour stabiliser l'écosystème et le prix. Pour moi, on est vraiment dedans, on n'est pas dans une vocation à repartir tout de suite dans une vague 2, on est vraiment dans une schématique où on va structurer derrière, et qui pourrait être intéressant parce que quand on regarde un petit peu en logarithmique, chose que je vous fais pas dans la quotidienne, parce qu'à la quotidienne, on parle beaucoup plus court terme, quand on regarde un petit peu dans les projections, on sait qu'on a une zone de travail très très fort qui correspond au 1,618 qui est entre 10 000 et, on va pas se leurrer, on va remonter un petit peu pour arriver vraiment à voir la mèche, qui est, et de toute façon on le voit bien, que cette zone a toujours été une grosse zone de résistance, qui est entre 10 000 et 13 500, 14 000, qui correspond au top de la 1, qui correspond un petit peu en dessous du 786 du mouvement total du BTC par rapport à l'évolution, et qui correspond dans la borne basse à un 618. On sait qu'on a un appel de prix dessus. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à vous dire que nous allons travailler le haut de cette borne, allez, peut-être un petit peu plus, on va dire les 13 000 $, jusqu'aux 25 000. Pour moi, c'est vraiment la zone de ranging dans laquelle on risque d'évoluer pendant un certain temps avant d'aller plus loin, dans lequel on va potentiellement osciller avec une continuité baissière, potentiellement court terme après une petite augmentation, ou une continuité baissière peut-être, et ensuite on va structurer quelque chose qui va s'effectuer comme ça, avec potentiellement soit un plus bas avant le halving dans lequel on irait chercher beaucoup plus bas, soit un retest effectif avant d'entamer une accélération haussière structurelle, avec potentiellement un écrasement de la volatilité, d'accord? Il est possible que durant ces mouvements-là, on ait une volatilité faible sur cette période, qui pourrait être cohérente par rapport à ce qui est en train de se mettre en place actuellement, et le fait qu'on ait une cassure FTX, on a une crise de confiance, on a un départ des capitaux, voilà, on sait qu'on a tout ça, mais tout ça est toujours présent avec en weekly une divergence haussière, donc qui pourrait être justement signe de cette mise en place de consolidation dans lequel on pourrait travailler, notamment quand on regarde en Kumo, en monthly, on voit qu'on pourrait traverser le Kumo si jamais on se mettait en place dans une forme de ranging, et c'est un petit peu l'idée que j'ai sur 2023, avec du trading intéressant, parce que le trading de ranging, c'est simple, c'est efficace, et ça marche très très bien, et justement, on aurait une période de stabilité, de restabilité qui se mettrait en place, parce que le ranging, c'est quoi? C'est une stabilisation du cours autour de bornes hautes et de bornes basses, donc on serait vraiment dans une stabilisation long terme du cours. Autre chose qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on va dézoomer un petit peu, et qu'on regarde les différents cycles. Actuellement, on est en train de travailler le 786, ok, un petit peu en dessous, mais quand on regarde le top du cycle, sur le 0 du BTC, on voit qu'on travaille le 786. Je dis, bon, ok, on va regarder un petit peu les autres cycles, d'accord? Donc on va regarder les autres cycles, dans le sens où on va regarder le cycle précédent, qui est ce top, hop, on va supprimer ici, qui est ce top-là, d'accord? Donc on est bien sur ce top-là. Où est-ce qu'on est allé chercher? On est allé chercher ici, en dessous du 786, mais au-dessus du 886. Ok. Maintenant, on va faire la même chose avec le top précédent. Ok. Cette fois-ci, on a cassé le 786, et on était vraiment pas loin du 886. D'accord? Vraiment pas loin. Ok. On va remonter encore dans le temps. Pareil. On fait la même démarche. Et on voit qu'on a enfoncé le 886. Donc là, c'est l'empirique basé sur assez peu d'occurrences, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais néanmoins, on voit, pareil, l'évolution de la diminution de l'ampleur des retracements. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur la totalité du BTC, on retrace de moins en moins fort, on était en dessous du 886, on était légèrement au-dessus du 886 dans cette zone-là, ici, on était plus du côté, justement, du niveau suivant, et ici, on est au niveau suivant. Donc, on voit que les retracements, comme les évolutions d'accélération, diminuent, ce qui est logique en même temps, parce qu'on a moins d'accélération, donc ça veut dire moins de volatilité, donc les retracements sont moins forts, et ainsi de suite. Donc on va dans une corrélation du prix dans lequel on se dirige vers quelque chose qui va se comprimer en termes de volatilité, et qui va arriver dans une zone où on va potentiellement continuer à progresser, mais avec de moins en moins vite sur le long terme. Ce qui est aussi intéressant, c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment dans une zone qui est très intéressante, parce qu'on a un vecteur de risque qui est bien moindre par rapport à ce qu'on était en 2018, ou ce qu'on était avant en 2015, hein. Je veux dire qu'on était ici, clairement le BTC, enfin, c'était vraiment quelque chose qui était underground. Ici, ça commençait à avoir déjà un petit peu de prestance, bon, c'était quand même compliqué, mais ça commençait là, par contre,
Voilà, on parle d'ouvrir des sociétés en BTC, bon pas partout dans le monde, mais c'est assez simple. On a des pays qui ont utilisé le BTC comme moyen de paiement légal. Donc on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et donc quel sera le cycle précédent? Où est-ce qu'on en sera à ce moment-là? Je pense que le BTC va continuer dans sa progression malgré la crise que l'on a vécue en 2022. Donc pour moi je reste confiant, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Oui, on aura peut-être moins de performance en 2023, 2024, 2025 dans les prochains cycles, mais dans tous les cas, sur le long terme, pour moi, c'est quelque chose qui continuera à croître et dans lequel les drawdowns, donc les bear markets, seront de moins en moins forts, parce que forcément, on aura à côté potentiellement des bear markets qui seront plus de construction, et les bear markets, actuellement, il y a beaucoup de peur qui arrive, le fait du BTC arrive à zéro, et plus on va rentrer dans le temps, plus on va arriver dans la mass adoption, moins cette peur sera présente, et plus les bear markets seront structurellement hauts, un petit peu ce qu'on voit au niveau de l'or actuellement, où on a quelque chose qui est très très bas en termes de volatilité, et ce qui est en même temps logique, quand on comprend un petit peu l'état des valeurs refuge, si on considère que le BTC est cette valeur refuge. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, 2023, ça va être une continuité de la baisse? Est-ce que ça va être du ranging? Est-ce qu'on va aller à zéro? Est-ce que pour vous, ça va être le départ, un pré-départ de bull run avant? Quelle est votre idée pour 2023 et quelle est votre stratégie pour aborder justement en 2023? Toujours DCA, vous attendez que ça arrive à 10 000, vous attendez que ça arrive à 5 000 ou vous êtes déjà full all-in? À vous de me dire, c'est avec plaisir que je lis vos commentaires comme toujours et je vous dis très vite à l'année prochaine, et oui, parce que c'est terminé, c'était la dernière vidéo de 2023, et c'était avec plaisir, je vous remercie vraiment de tout ce que l'on a fait ensemble, de cette belle communauté, ça fait un petit peu plus d'un an que la chaîne est créée, et on vient de clôturer cette année ensemble, une année qui a été difficile, mais en tout cas excessivement enrichissante pour tous ceux qui se sont accrochés, tous ceux qui ont soutenu la chaîne et qui ont été présents sur le Discord. Je pense qu'on s'est soutenus tous ensemble, et c'est ça aussi la beauté de la communauté du Web3, c'est être tous ensemble pour justement préparer l'avènement de la mass adoption, et je vous souhaite un très bon réveillon. Je vous dis à demain pour une vidéo un petit peu particulière. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.